L'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile de la Faculté des sciences politiques et droit de l'Université du Québec à Montréal a organisé du 19 au 20 décembre à Dakar un symposium international sur la mobilité humaine sous le regard africain. La directrice de l'EMIRAS revient sur les objectifs du symposium organisé à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'ICAD. Alors, tout d'abord, c'est l'Observatoire des migrations internationales, des réfugiés, des apatrides et de l'asile, qui est un groupe de recherche, l'OMIRAS, dont je suis la directrice, qui a organisé un symposium en collaboration avec plusieurs universités et institutions, notamment la faculté de droit de l'Université Laval, la chaire Jean Monnet sur l'intégration européenne de l'Université Laval, le CIRAM, Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient, l'IEIM, c'est l'Institut des études internationales Montréal, on a le Collège militaire royal Saint-Jean de Richelieu, on a l'Université de Sherbrooke, on a l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et on a l'Université virtuelle du Sénégal, entre autres. Ça, ce sont, et évidemment d'autres partenaires, on en a 20 ou 22, donc toujours, c'est l'UQAM qui organise, l'Université du Québec à Montréal. Et ce symposium vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord inviter les chercheurs, la société civile, les étudiants, les immigrants, les réfugiés, c'est-à-dire les personnes qui sont concernées par les déplacements, à se réunir à Dakar pour réfléchir sur la mobilité humaine, la mobilité, le déplacement des personnes sous la perspective africaine. Pourquoi la perspective africaine? Parce qu'on a constaté, malgré l'existence de plusieurs institutions de recherche, de centres de recherche et d'études de travaux sur les migrations internationales, le regard africain n'est pas mis en exergue. C'est-à-dire que on se rend compte dans les travaux sur les migrations que le point de vue eurocentrique, c'est-à-dire occidental, occupe énormément de place au détriment de la perspective africaine. Et quand je dis perspective africaine, je ne parle pas du regard de l'Africain, mais des études qui portent sur la migration, faites aussi par des chercheurs d'Afrique, des chercheurs du Sud, du Nord, du Sud, alors que la plupart des recherches sont effectuées. Donc cette perspective-là, nous avons décidé en fait d'y aller avec les collègues. On a un comité scientifique et d'organisation composé des professeurs Abdoulaye Anne de la faculté de sciences de l'éducation de l'université, le professeur Isiaka Mandé. Nous avons Abdoul Aziz Diouf de l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons Mohamed Doussar de l'université de Sherbrooke, Milori Mondelis de Collège Royal Saint-Jean sur Richelieu, Mohamed Doussar de l'UVS, l'université virtuelle, et nous avons aussi pour Isiaka Mandé, qui est mon collègue à la faculté de droit, à la faculté de sciences po et droit de l'UQAM. Donc l'objectif vraiment, le premier objectif, c'est d'abord de faire en sorte que le regard africain, la perspective africaine, parce que la migration, comme on l'a dit, les études l'ont démontré, 80% de la migration est d'abord africaine, se passe en Afrique. Donc les migrations africaines sont d'abord régionales, africaines, avant d'être internationales. Il y a entre 15% et 20% selon les études qui ont été effectuées, les travaux par des collègues. Seul entre 15 et 20% de la migration africaine est internationale. Donc c'est important d'abord, comme je le mentionnais tout à l'heure, de mettre en lumière ces faits-là. Donc la science nous révèle ces données-là, alors qu'on voit dans le discours politique ou médiatique cette prégnance de la migration, en tout cas selon certains, il pourrait y avoir ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement, qu'il va y avoir des vagues de migrants
qui vont quitter l'Afrique pour aller dans les pays du Nord global, alors qu'en réalité, toute la migration africaine se déroule à l'intérieur de l'Afrique. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, et c'est une continuité, parce qu'il y a des travaux qui ont été effectués par des chercheurs venant d'Afrique et d'ailleurs, c'est cette déconstruction-là. On veut déconstruire, contribuer en tout cas, je veux dire, à cette déconstruction-là de tous ces préjugés qui englobent, qui entourent les migrations en tant que telles, à commencer par la conceptualisation, les concepts. Donc, quand on parle d'immigrants irréguliers ou d'immigrants clandestins ou immigrants clandestins, immigrants réguliers, sans papiers, tous ces concepts-là, en fait, décrivent une situation qui est une irrégularité d'une règle administrative. Donc, les gens qui franchissent de façon irrégulière les frontières ne commettent pas en général d'infractions criminelles. Okay? C'est vraiment des violations de règles administratives qui est beaucoup plus simple à gérer parce qu'ils n'ont tué personne, ce ne sont pas des... alors que cette conceptualisation qui a été faite, amène évidemment à poser des sanctions à l'encontre de ces migrants irréguliers. Et ce qu'on veut dire, en fait, les collègues qui sont ici, comme je le mentionnais tout à l'heure, les chercheurs, chercheuses, qui sont venus d'ailleurs de partout, donc de Pays-Bas, de la France, des États-Unis, de l'Afrique, du Canada. On a des étudiants aussi de l'UQAM qui ont fait le déplacement et qui travaillent de façon interdisciplinaire ou transdisciplinaire. C'est de contribuer à cette déconstruction-là, à travers au moins la conceptualisation. Il faut qu'on revoie la manière dont les concepts et les paradigmes sont construits autour des déplacements des individus. D'accord? Ça, c'est le premier, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Ensuite, l'autre chose qui est, à mon avis, fondamentale dans toujours cette perspective-là, évidemment, par rapport au symposium, c'est de créer un réseau. On veut créer un réseau universitaire de jeunes chercheurs. D'ailleurs, on va l'annoncer tout à l'heure, à la fin du symposium, à la conférence plénière, parce qu'au niveau de l'Observatoire, on a un comité qui est composé d'étudiants, d'accord? Parce que l'Observatoire est affilié à l'IEM, c'est une unité membre de l'IEM à Montréal. Le réseau qui va être intégré, donc on va juste passer du comité à un réseau, à la création de ce réseau, va pouvoir inclure en fait les chercheurs, les jeunes chercheurs, les étudiants au master ou les étudiants au doctorat, ou la société civile. Donc c'est vraiment beaucoup plus large l'espace du point de vue du contenu, évidemment des thématiques, mais de la discipline aussi, parce qu'on vise vraiment la transdisciplinarité, donc on est au-delà même de l'interdisciplinarité. Donc ces gens qui nous écrivent, qui veulent intégrer l'Observatoire, on va leur donner cette opportunité-là de pouvoir travailler ensemble. C'est fondamental de contribuer à la formation de la relève, donc surtout que les jeunes chercheurs font en sorte que les questions qui nous interpellent, notamment les changements climatiques, comme vous le savez hier, la COP 15 s'est terminée avec l'adoption d'un accord de paix pour protéger la nature qui est exceptionnel parce que ça fait 4 ans qu'il y a des négociations pour aboutir à la conclusion d'un pacte. C'est fait, ça n'a pas été adopté à l'unanimité, mais il y a eu un consensus autour de l'essentiel pour protéger les écosystèmes, protéger la nature, faire en sorte qu'effectivement qu'on n'ait pas à vivre ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment un de nos points sur lesquels l'Observatoire travaille énormément en fait. Voilà. Ces dernières années, plusieurs études ont fait état du développement de l'immigration irrégulière et sa féminisation. Quel sera le rôle de l'OMIRAS dans la lutte contre les mouvements irréguliers? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'immigration irrégulière. Il n'y a pas d'immigration clandestine, il n'y a pas de migrants clandestines. Faudrait, et c'est ça, je ne sais pas si vous avez suivi les travaux hier, toute la journée. Il y a même un de nos collègues, Mme Dembatiam, qui a fait sa présentation, qui est professeur ici à l'IFAN, qui nous disait, moi, le terme migrant, j'aimerais l'occulter et qu'on réfléchisse vraiment sur d'autres. Parce que l'immigration, c'est un phénomène social, donc qui a façonné l'histoire de l'humanité.
c'est grâce à l'immigration, comme le soutenait le professeur Charles Moumouni de l'Université Laval, c'est grâce d'ailleurs à la migration, au déplacement des populations qu'on a pu avoir ce qu'on appelle cette humanité-là diversifiée, qu'on est des Européens, des Africains, des Asiatiques, parce que les gens sont partis d'Afrique, ont migré vers le nord, vers le sud, vers l'est pour créer ce qu'on a aujourd'hui. Donc l'immigration irrégulière, c'est quelque chose, une fois qu'on aura un consensus, et la contribution des chercheurs des pays du Sud est fondamentale pour qu'on réfléchisse en fait sur des concepts sur lesquels qui vont nous permettre d'avancer. Parce que jusqu'à maintenant, on a une certaine polarisation. Les pays d'accueil, évidemment, se positionnent en disant qu'il faut fermer les frontières. Depuis dans les années 70, avec la crise pétrolière, évidemment, on a commencé à ériger des frontières. Un peu limiter, en tout cas pour des ressortissants de certains pays, la possibilité d'immigrer vers les pays du Nord, avec une forte sécurisation, avec des difficultés liées à la possibilité d'avoir des visas. Okay? Donc la liberté de circulation au niveau de l'espace de l'Union européenne, par exemple, ou de l'espace européen avec Schengen dans les années 80-90, cet espace-là permet une circulation à l'interne. Ce qui a fait qu'après, il fallait protéger évidemment les frontières extérieures avec la mise en place évidemment de l'agence Frontex qui a pour mandat de contrôler en fait et d'assurer la sécurisation des frontières extérieures. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les gens ont de la misère. Pas tout le monde. Parce que les problèmes de mobilité, en tout cas on les constate selon les études, les travaux, plus dans les pays ressortissants du Sud, alors qu'ils ne représentent même pas la majorité. Les pays, je parle plus par exemple pour les pays d'Afrique, okay? de façon spécifique. Donc c'est la fermeture des frontières qui a en quelque sorte créé ce phénomène-là des déplacements des personnes qui vont aller vers les pays du Nord global sans avoir les visas. Donc on connaît cette réalité-là, les quotas, on sait qu'il y a beaucoup de suspicions que les ambassades ne donnent pas des visas que pour certaines catégories spécifiées, notamment par exemple l'immigration des travailleurs qualifiés, ou par exemple les étudiants, les regroupements familiales. Mais pour les autres, c'est très compliqué. Donc j'essaie de vous donner un peu l'historique de la migration, parce que vous parlez de la migration irrégulière. Donc dans les années 80-90, on a constaté aussi, surtout en Afrique, avec les politiques d'ajustement structurel qui ont quand même été un élément fondamental dans ces mouvements, ces déplacements de personnes. Pourquoi? Parce qu'on a vu des étudiants qui sont diplômés dans des universités et qui ne pouvaient pas avoir de perspective professionnelle. Et ces gens-là étaient obligés, alors qu'on constate, selon toujours les études, que dans les années 70-80, il y avait toujours des migrations, mais c'était des migrations circulatoires. Les gens partaient, ils savaient qu'ils pouvaient revenir, obtenir un visa. Mais avec la fermeture des frontières, et les difficultés pour obtenir un visa font en sorte que maintenant, les gens qui vont, ils restent. Donc ils ne rentrent pas. Donc les gens s'installent plus. Alors que si on parle de migration régulière, coordonnée, sûre, comme dans le pacte de Marrakech, si on avait cette possibilité-là qu'on avait dans les années 50, 60, etc., ce serait beaucoup plus simple parce que les gens peuvent voyager, étudier, etc. On est en plus dans un contexte de mondialisation, la libre circulation des biens, des services, des investissements et autres. Donc ce qu'on constate pour un certain nombre de pays, l'obtention des visas, c'est un obstacle majeur. La liberté de circulation est fortement restreinte et une nouvelle configuration et on a vu aussi des routes qui se sont formées, des routes occidentales, orientales, etc., qui convergent vers les pays européens. Dans ces mouvements migratoires-là, d'abord, il y a la migration masculine, mais aussi il y a la migration féminine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que selon les statistiques, les données qu'on a de l'OIM, la moitié des migrants sont des femmes. Donc en général, que ce soit dans la forme régulière ou irrégulière, là, et je mets entre les guillemets. Donc la féminisation de la migration, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. Okay? Alors, est-ce que, et pourquoi, pour répondre à votre question, pourquoi les femmes immigrantes utilisent la voie de l'irrégularité? Parce qu'elles ne peuvent pas avoir de visa. Hein? Deuxièmement, le manque de perspectives professionnelles, on l'a vu. Alors que l'Europe ou certains pays du Nord global vont être confrontés à un problème de démographie, l'Afrique, la population africaine est très jeune. Donc, ce sont des faits et ça continue dans les 30-50 prochaines années. On va voir que plus on avance, plus la population africaine se rajeunit.
ce fait-là a des conséquences, comme on le dit, des impacts. Ce que ça crée, c'est qu'il faut que nos pays, les pays d'Afrique, se préparent beaucoup plus à trouver, évidemment, des perspectives professionnelles pour ces jeunes-là, des jeunes hommes comme des jeunes femmes. Présentement, on sait qu'on est dans un contexte très compliqué, surtout avec la Covid-19, où il y a l'accessibilité à des emplois est encore... je ne dirais pas que c'est impossible, parce que je sais qu'ici au Sénégal, il y a des fonds qui ont été mis en place par le gouvernement. Il y a une politique visant à favoriser un peu comment on appelle ça, l'insertion professionnelle des jeunes, etc. Mais il y a un taux de chômage qui est assez important. C'est la même chose au Maroc, c'est la même chose donc dans les pays d'Afrique en général, Afrique noire, Afrique arabe, etc., ou le Maghreb. Donc, ces femmes, comme ces jeunes-là, veulent trouver des perspectives. Donc, le motif en général de ces déplacements de population-là, c'est vraiment pour avoir de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie pour elles et pour leurs enfants, pour leur famille. Que peut-on retenir de cette rencontre? Alors, nous, le symposium, il faut comprendre qu'on y allait vraiment de façon très modeste. Alors, très modeste, pourquoi? Parce qu'on part de ce qui a été fait par des collègues depuis des années, et ceci à tout point de vue, que ce soit dans les thématiques, que ce soit dans les profils. Donc il y a un travail énorme qui a été accompli par nos collègues qui sont ici comme qui sont ailleurs aussi, et on a capitalisé, on s'est dit maintenant on a besoin de renouveler un peu la science. C'est quoi la contribution en fait des chercheurs surtout de croiser ces regards-là de la société civile, des migrants ou eux-mêmes ou elles-mêmes, des immigrantes, des étudiants, des spécialistes, des experts, bref, comment croiser ces regards-là pour poser les jalons d'une réflexion sur une nouvelle vision. On veut une nouvelle perspective. On veut qu'ensemble, que ce soit une démarche inclusive, que tous les chercheurs et toutes les chercheurs travaillent sur des paradigmes, sur des indicateurs, parce qu'on a vu qu'il y a des limites là. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a des limites. L'Observatoire d'ailleurs, sa particularité, l'apport à travers le symposium et à travers toutes les activités, c'est qu'on traite les questions des déplacements de façon vraiment transversale. On inclut aussi bien la migration forcée, la migration volontaire, si on peut le dire ainsi, parce que je ne sais pas si on peut parler de migration volontaire pour un Sénégalais qui a fait ses études et qui se retrouve après à ne rien faire et qui décide de demander un visa à qui un visa lui est refusé et qui tente l'expérience de la migration pour aller ailleurs en utilisant des voies irrégulières. Voyez, je ne sais pas à quel niveau on peut parler de volonté ici ou de consentement certes, mais volonté je ne sais pas. Donc, mais bref, donc on a la migration en tant que telle, les déplacements, on a les réfugiés. On a les apatrides, c'est une communauté et de plus en plus, l'apatridie est un problème, c'est un phénomène important lié évidemment parce que les causes sont multiples, donc il peut y avoir l'établissement de frontières, il peut y avoir l'administration, donc les guerres, etc. créent des personnes qui se retrouvent sans nationalité et qui sont vulnérables et qu'il faut protéger. En même temps, nous on se dit, on ne peut plus se permettre de traiter d'une part les migrants parce que comme la catégorisation qui est faite en droit international est très bien, mais là, on sent que c'est dépassé. C'est dépassé pourquoi? Parce que les changements climatiques créent une catégorie. Qu'on le veuille ou non, les gens vont se déplacer et vont continuer à se déplacer en raison des changements climatiques. Donc ce sont des faits, les rapports qui sortent à chaque année, qui sont publiés par nos collègues du GIEC, nous démontrent que d'ici 2050, on va avoir des vagues de déplacements. Ce sont des déplacements à l'interne, donc ce ne sont pas des déplacements à l'international, mais ce sont quand même des déplacements, il faut les prendre en charge, ces individus-là. D'autres motifs, comme je le mentionnais tout à l'heure, les motifs économiques. Donc à la recherche de meilleures conditions de vie, le motif ici, c'est un motif économique. Donc, et ces motifs-là ne sont pas intégrés, par exemple, dans la Convention de Genève de 1951 et de son protocole de 1967, qui limite et qui crée 5 motifs permettant à des individus d'être reconnus comme réfugiés. Qu'est-ce qu'on fera de ces catégories-là? Est-ce qu'on crée une nouvelle catégorie ou bien est-ce qu'on va aller chercher sur ce qu'on a actuellement en droit international des droits de l'homme ou en droit international des réfugiés ou en droit international de l'environnement d'ailleurs
pour permettre de protéger ces individus-là. Vous voyez, donc il faut qu'on renouvelle un peu et on ne peut se baser que sur la science. On considère que la migration est très politique et très idéologique et les États, évidemment, conçoivent, surtout la plupart des États des pays du Nord global, François Crépola d'hier, préparent des politiques migratoires pour leurs citoyens qui ne sont pas des migrants. Donc, et jusqu'à date, les migrants ne sont pas intégrés au moment d'adopter ou de réfléchir dans l'adoption des politiques migratoires qui les concernent. Parce que les politiques migratoires concernent les migrants. Mais si ces politiques sont créées par des non-migrants, pour des non-migrants, vous voyez, il y a un certain décalage. Le symposium vise aussi à mettre en lumière ces faits-là, ces réalités-là, pour essayer de sortir l'immigration ou les déplacements de l'idéologie et essayer de l'ancrer beaucoup plus dans la science parce que toutes les études démontrent que voilà, la migration africaine, elle est intra-africaine, mais les pays du Sud proposent aussi des solutions. Évidemment, ces solutions sont encore moindres et réfléchir sur les liens, surtout de façon historique entre la colonisation. Actuellement, présentement, il y a une table ronde qui est en train d'être faite par des collègues qui réfléchissent sur les liens entre la colonisation et la migration. Parce que de plus en plus, des collègues trouvent qu'il y a une certaine corrélation entre la colonisation. C'est comme si la migration était une conséquence de la colonisation. C'est sûr que tout doit se baser sur des études scientifiques, sur des travaux, sur des recherches et surtout sur un croisement des regards et de façon transdisciplinaire ou multidisciplinaire. Donc moi, je considère que ce qu'on a fait à Dakar, surtout avec la contribution des étudiants qui sont ici au Sénégal, comme en Afrique, au Maroc, en Europe, et, en Amérique du Nord, c'est de vraiment sortir des thématiques d'ailleurs parce qu'on a besoin de renouveler. Donc après, on a fait un bilan de ce qu'on a, ce qui a été fait. À partir de là, on veut se projeter pour les 50 prochaines années. Quand on parle de migration, qu'est-ce qu'on entend par quel concept? Il faut trouver des concepts neutres qui permettent de répondre, évidemment, parce qu'on une femme immigrante qui fuit le Sénégal ou le Mali parce qu'il y a des considérations sécuritaires. Et peut-être on pourrait, au début, considérer que c'est une femme qui part pour des conditions économiques. Mais si on regarde le phénomène en tant que tel, on peut voir, par exemple, que c'est une femme qui immigre de façon forcée parce qu'elle fuit un conflit. Vous voyez, on a vu avec la crise ukrainienne comment l'Union européenne a réussi à trouver une solution, à appliquer la directive de 2001 en adoptant la décision au mois de mars qui permet à ces Ukrainiens-là d'avoir un permis de séjour, un permis de travail pour eux, pour elles, leurs familles, leurs enfants. Donc ça leur a facilité les choses. Pourquoi on ne fait pas de même pour les flux africains, par exemple? On devrait réfléchir sur ça, d'autant plus qu'on a des instruments ici. On a la Convention de Kampala pour les personnes déplacées internes. On a beaucoup on a la Charte africaine et c'est la même chose au niveau du continent américain. On a la Convention, la Déclaration américaine des droits de l'homme, etc. Donc je pense que le symposium, c'est vraiment, il y a beaucoup d'échanges, les thématiques sont très diversifiées, les profils aussi. On va publier un ouvrage collectif au final. On va aussi publier des notes de recherche donc, qui seront disponibles. Et on continue parce qu'on a un plan d'action. Là, c'est vraiment de façon holistique. On est allé vraiment en ayant un sujet ou un thème englobant les migrations ou la mobilité humaine au XXIe siècle sous la perspective et le regard africain. C'est le thème général et ça a été décliné après en plusieurs thématiques ou sous-thématiques, notamment les déplacés, les changements climatiques, les questions sécuritaires, on les a évoquées hier, les questions liées à l'environnement, le travail, l'économie solidaire, le travail décent. Entre autres, là, il y a plusieurs sujets, plusieurs thématiques sur lesquels nos collègues ont travaillé et qui sont en train d'être prises en note par des étudiants qui font les rapporteurs et tout sera va être disponible dans évidemment le site du symposium, mais aussi le site de l'Observatoire. Avec les crises économiques et sanitaires notées ces dernières années,
Les migrants ont tendance à revenir. Qu'est-ce qui explique cette tendance? Moi, je suis juriste, donc ça, c'est sûr que mes collègues sociologues ont plus de réponses. Mais il y a un fait, parce que moi, je suis immigrante. Il y a un fait, donc j'ai immigré depuis plusieurs années. Et je suis très heureuse d'ailleurs de faire l'entrevue ici, c'est chez moi, à l'université de la faculté de droit, où j'ai fait mes premiers pas d'étudiante en droit et comme je le mentionnais hier, d'apprenti juriste. Donc, je suis très heureuse. Alors, la personne qui quitte son pays pour aller travailler ou pour des raisons familiales, il y a toujours cette nostalgie. Et puis, on a quand même des valeurs, on a été éduqués ici, nos familles sont restées au pays. Il y a un lien là, qui existe entre le migrant et son pays. Et ce lien-là, il fait l'objet de plusieurs études. Il fait que de plus en plus, évidemment, les gens, comme je le mentionnais au début de mes propos, tant et aussi longtemps qu'il y avait la possibilité de circuler, d'obtenir facilement un visa, les gens allaient puis revenir. Okay? Donc le retour était beaucoup plus simple. Et les gens pouvaient repartir parce qu'il n'y avait pas d'obstacle. Là, maintenant, avec les nouvelles politiques migratoires qui de plus en plus sont plus dans une perspective de sécurisation, de criminalisation, donc les gens qui vont, ils restent. Mais après plusieurs années, on a tendance à revenir. Ce qui est compréhensif parce que parfois c'est pour des raisons personnelles, parfois pour des raisons familiales. Et de plus en plus, on a notre collègue qui nous parlera d'ailleurs, le professeur Jacques Mangala, qui est venu, il a fait le déplacement des États-Unis sur les diasporas africaines qui, de plus en plus, veulent aussi capitaliser leur expertise, leurs compétences, et notamment les femmes. Quand on voyage, même si on n'a pas d'argent, comme on le dit, c'est qu'on gagne dans l'immigration à tout point de vue, du point de vue d'apprentissage, de développer des compétences transversales, d'acquérir aussi une expertise, etc. Donc, ce capital-là veut être exploité de plus en plus par les migrants pour contribuer à l'effort collectif. Vous voyez déjà le transfert de fonds. Donc, on le sait, donc de plus en plus, la diaspora contribue énormément. Dans certains pays, ça dépasse d'ailleurs le PIB et l'aide au développement, je veux dire, qui est fournie par des pays du Nord global. Donc, c'est une nécessité, c'est comme une obligation morale de revenir et de contribuer à l'effort collectif pour sortir nos pays du sous-développement, si on peut parler du sous-développement entre parenthèses. Et les femmes y contribuent évidemment. Le Sénégal est devenu un pays producteur de pétrole et de gaz. Est-ce que les migrantes de retour sont bien préparées pour saisir les opportunités qu'offrent ces ressources? Oui, surtout les femmes entrepreneurs. Moi, je peux parler l'exemple du Canada parce que je vis au Canada, à Montréal. Je connais mes sœurs, je les appelle toutes, ce sont mes sœurs. Il y en a qui sont rentrées et qui sont déjà, parce qu'elles ont fait leurs études ici, ou au Canada, où elles ont développé en tout cas des compétences qui leur a permis de pouvoir retourner ici et contribuer à ça, travailler dans ces zones-là. Ce sont des métiers d'avenir et d'ailleurs j'invite que ce soit les hommes ou les femmes qui souhaiteraient s'impliquer davantage. Ce sont nos richesses, ce sont les richesses pour les populations africaines. Je pense qu'avant d'être bénéfique aux autres, il faut que ça soit bénéfique d'abord. La meilleure façon pour que ça soit bénéfique aux Africains, c'est évidemment permettre aux Africains de s'impliquer pour le moment, on voit qu'il y a beaucoup de pays étrangers qui sont déjà qui exploitent nos ressources. C'est pourquoi c'est nécessaire pour les gens qui ont des expertises. Moi, par exemple, je n'ai aucune expertise, à moins peut-être contribuer à la régulation comme en tant que juriste, mais je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas experte, je n'ai pas de compétences. Mais les autres qui ont, les femmes entrepreneurs, et j'en connais qui sont revenus et qui sont dans ce secteur-là. Donc, c'est comme dans tous les autres secteurs. Là. On voit le secteur tertiaire, de plus en plus, il y a comment on appelle ça, cet empowerment des femmes et quelque chose que l'on constate. Et je terminerai juste, vous allez me dire que je suis féministe, mais moi je l'assume. Tant et aussi longtemps que les pays seront gouvernés ici par des hommes, je pense qu'on va rester dans le sous-développement. Ça va être de la provocation, ça va me suivre le restant de mon existence, mais je pense qu'on doit laisser la place aux femmes pour voir au moins, parce que depuis l'indépendance, avant et depuis l'indépendance, les résultats ne sont pas, il y a des efforts qui sont faits, donc laissons la place aux femmes. On verra peut-être dans 40 ans si on va rester dans cette situation où on pourra parler d'Afrique avec une autre vision. Professeur, merci. C'est moi qui vous remercie.